Tout s'est refermé autour du Sahel, d'un coup, sans avertissement brutal. Du Mali au Burkina Faso, puis au Niger, les expulsions de forces françaises ont coïncidé avec une montée des accords de renseignement, des points d'ancrage chez les voisins et une surveillance plus serrée depuis l'extérieur. Dans le même temps, des avoirs gelés, une aide retenue et des accès financiers limités donnent à la rupture un coût matériel alors que l'isolement diplomatique s'approfondit. Au centre de cette séquence, Ibrahim Traoré cristallise un pari: transformer un geste symbolique en souveraineté durable. Ce récit promet une chose claire: comprendre ce qui se joue derrière l'affrontement discret entre souveraineté proclamée et pression cumulée au Sahel. L'intérêt pour le public tient en une formule utile en 10 mots: lire les choix puis mesurer leurs coûts. Il ne s'agit pas d'un simple bras de fer militaire, mais d'un enchevêtrement de décisions économiques, d'alliances sécuritaires et de récits politiques concurrents qui redéfinissent les marges de manœuvre des États concernés. Dans cette dynamique, Ibrahim Traoré sert de repère narratif non comme héros, mais comme point de cristallisation d'attentes et de craintes sociales. Un détail change tout: l'affrontement se joue autant dans les chancelleries et les ministères des Finances que sur le terrain sécuritaire. À mesure que l'isolement diplomatique se durcit, l'équation devient plus serrée: tenir la ligne, financer l'effort et garder des options ouvertes. La question de fond reste la même: la rupture peut-elle devenir une souveraineté fonctionnelle plutôt qu'un symbole coûteux et fragile à soutenir? Voici une petite révélation: l'encerclement n'est pas une invasion, mais une mécanique. En moins de 3 ans, 3 capitales sahéliennes ont rompu avec un dispositif sécuritaire présenté comme intangible, et la pression s'est déplacée plutôt que dissipée. Le basculement ne surgit pas du vide. Pendant des années, la présence militaire occidentale a été justifiée par la lutte contre le terrorisme et la stabilisation régionale. Pourtant, le récit concurrent insiste sur un résultat inverse. L'insécurité s'est aggravée, les groupes armés se sont diffusés et les États concernés sont restés parmi les plus pauvres, alors même que l'or et l'uranium quittaient la région à un rythme soutenu. Cette contradiction nourrit une défiance profonde envers un système perçu comme protecteur en discours, mais extractif en pratique. C'est dans ce terreau que la rupture devient politiquement audible. Ibrahim Traoré apparaît alors comme l'un des visages les plus visibles de cette séquence, parce que son arrivée au pouvoir s'inscrit dans une dynamique où les autorités militaires affirment que la sécurité doit être assumée localement sans tutelle extérieure. La logique affichée se veut simple: si la promesse de protection n'a pas été tenue, une alternative devient légitime. Mais la réponse occidentale n'est pas seulement un retrait. Autour du Sahel, un réseau discret se densifie: partage de renseignements, centres de formation chez des voisins et capacité d'intervention rapide depuis l'extérieur des frontières. Sur l'autre versant, l'économie entre dans la même bataille. Des avoirs sont gelés, certaines aides sont suspendues et l'accès à des mécanismes financiers devient plus incertain. Présentées comme techniques, ces mesures produisent un effet cumulatif sur des économies déjà fragiles. Pour le public, l'enjeu devient concret. Ces choix peuvent remodeler l'équilibre régional, influencer les flux de ressources et peser sur la stabilité à moyen terme. Le récit s'ouvre donc sur une tension durable et sur des arbitrages qui se paient au quotidien. Sur le terrain, la reconfiguration se traduit par des effets rapides, bien avant les grands bilans géopolitiques. Au Burkina Faso, les premières décisions touchent la sécurité quotidienne: réorganisation des forces armées, intensification du recrutement et mise en avant d'une défense nationale plutôt que d'opérations étrangères. Pour une partie de la population, ces signaux ressemblent à une reprise de contrôle, même si les résultats restent inégaux et fragiles. Un premier impact se mesure aussi
dans l'économie politique des ressources. La révision annoncée de certains contrats miniers et le contrôle accru de l'or artisanal visent à montrer que la rupture ne concerne pas seulement les uniformes, mais aussi la circulation de la richesse. Ces gestes restent limités, pourtant leur portée symbolique est forte. L'État dit vouloir peser davantage sur des secteurs longtemps dominés par des intermédiaires. Prenons un micro-cas pour rendre la chose concrète. Dans une localité rurale, le changement se lit moins dans les discours que dans les routines. Les familles évaluent la promesse à l'aune d'un trajet plus sûr, d'un marché qui ouvre, d'un service public qui tient, puis comparent avec la veille. Quand l'insécurité persiste, l'enthousiasme se refroidit vite. Ibrahim Traoré sert ici de personnage guide. Jeune officier propulsé au sommet de l'État, il concentre l'espoir d'un changement de méthode et la crainte d'une dérive autoritaire. Dans ses prises de parole, la souveraineté n'est pas un slogan abstrait, mais une réponse à l'échec perçu des partenariats précédents. Concrètement, la souveraineté commence à se voir, mais elle reste coûteuse. Tout commence par une série de décisions qui rompent avec des décennies de pratiques établies. Entre 2022 et 2023, le Mali, puis le Burkina Faso, puis le Niger notifient officiellement aux forces françaises leur départ. Ces annonces ne sont pas improvisées. Elles s'inscrivent dans une lecture selon laquelle la présence étrangère n'a ni contenu l'insécurité, ni amélioré la stabilité interne. Au Burkina Faso, Ibrahim Traoré s'aligne sur cette logique en affirmant que la sécurité ne peut être sous-traitée sans perte de souveraineté. On peut distinguer une phase d'activation. Les bases ferment, les convois quittent les capitales et les symboles d'une coopération ancienne disparaissent presque du jour au lendemain. Le geste est visible, donc politiquement puissant. Mais ce retrait n'équivaut pas à un désengagement occidental. Il signale plutôt un déplacement du centre de gravité. Paris et ses alliés renforcent alors des partenariats sécuritaires avec des pays voisins, développent des centres de formation, approfondissent le partage de renseignements et maintiennent une capacité d'intervention rapide depuis l'extérieur des frontières sahéliennes. Ce n'est pas une conquête, c'est une architecture de contournement. Vient ensuite un pic de tension. Les États du Sahel, désormais regroupés au sein de l'Alliance des États du Sahel, annoncent une coordination accrue de leur politique de défense. Dans le même mouvement, ils explorent avec des appuis alternatifs. La Russie intervient par la formation et l'équipement, tandis que la Chine mise sur les infrastructures et la connectivité. Pour les dirigeants, l'objectif essaye de montrer la Dominique qu'il existe des options en dehors du cadre occidental traditionnel. Pour leurs critiques, le risque est de remplacer une dépendance par une autre. La scène internationale réagit avec méfiance et les répliques ne tardent pas. Puis vient une phase de résonance, celle qui dure. Sur le plan économique, des avoirs sont gelés, certaines aides sont suspendues et l'accès aux mécanismes financiers internationaux devient plus incertain. Sur le plan politique, les régimes sahéliens sont décrits comme illégitimes ou instables et leur reconnaissance diplomatique est freinée. Présentées comme techniques, ces mesures produisent un effet cumulatif. Elles pèsent sur la capacité à financer la sécurité, à maintenir des services publics et à rassurer des acteurs économiques. À l'intérieur, la population observe une double réalité. D'un côté, une fierté liée à l'affirmation d'indépendance politique, de l'autre, des difficultés matérielles accrues et une insécurité persistante. Chaque décision devient un test, acte de résistance ou risque supplémentaire. Dans cet espace étroit entre affirmation et contrainte, Ibrahim Traoré et ses homologues doivent tenir une ligne, prouver qu'une rupture peut devenir une méthode, pas seulement un slogan. C'est là
que la chronologie cesse d'être un enchaînement d'événements et devient une épreuve de durée. Un élément de décor revient sans cesse, l'encerclement en couches. Du côté occidental, l'idée est de surveiller, contenir et, si nécessaire, peser sur des trajectoires politiques jugées dissidentes tout en restant hors du territoire. Du côté sahélien, la lecture est inverse. Expulser ne suffit pas car l'adversité peut agir depuis la périphérie, par le renseignement, la formation et les leviers financiers. Pour le public, cela explique pourquoi la rupture n'apporte pas d'apaisement immédiat. Elle ouvre une phase de tension prolongée où chaque gain symbolique entraîne des coûts concrets. Avant les expulsions, les opérations internationales étaient là censées réduire durablement la violence. Après les départs, les autorités reconnaissent que les attaques n'ont pas disparu, mais soulignent que l'ancien dispositif n'avait pas apporté d'amélioration décisive. Ce cadrage sert de preuve négative. Si le résultat observé reste mauvais, le contrôle local devient l'objectif prioritaire. Le discours officiel mobilise alors quelques repères chiffrés, souvent indirects, non pour proclamer un succès immédiat, mais pour justifier un changement de cap et guider l'attention vers des indicateurs concrets. Premier repère, 2022 à 2023. Période courte, décision rapprochée, signal politique assumé et visible. Dans ce récit, la cadence des notifications de départ sert de marqueur, des décisions rapprochées, donc difficiles à requalifier en simple accident diplomatique. La chaîne logique proposée tient en trois maillons. Rupture annoncée, réorganisation interne, puis test de la cohésion. Ainsi, la souveraineté est décrite moins comme un résultat que comme un changement de pilotage. Deuxième repère, juillet 2023. Le symbole s'accélère et l'onde diplomatique se durcit. La date du coup d'État au Niger est utilisée comme exemple de bascule, d'un retrait progressif vers un message politique net. Le raisonnement est pragmatique. Plus le geste est explicite, plus les répliques deviennent prévisibles, notamment sur la reconnaissance et les canaux financiers. Troisième repère, avant 2020, dépendance unique, hier, diversification aujourd'hui, options plus nombreuses. L'architecture sécuritaire reposait presque exclusivement sur des partenaires occidentaux. Après les ruptures successives, cette dépendance unique est remplacée par une diversification. Russie pour la formation et l'équipement, Chine pour les infrastructures et la connectivité. Ici, le chiffre n'est pas un total budgétaire. Il sert à comparer deux configurations et à suggérer que la variété d'options réduit le risque politique global. À côté des repères temporels, un autre argument apparaît. Des flux financiers importants ont été mobilisés sur plusieurs décennies, présentés comme un investissement massif dans la sécurité régionale. Pour les autorités sahéliennes, le résultat observé est inverse à la promesse initiale. L'insécurité se serait étendue géographiquement et la capacité des États à contrôler leur territoire serait restée limitée. Ce décalage entre moyens engagés et effets constatés devient le point de départ de la rupture, parce qu'il transforme une critique morale en critique de performance. Autrement dit, le débat se déplace. Il ne porte plus seulement sur l'intention, mais sur la mesure. Sur l'économie des ressources, le contraste est formulé comme une mesure implicite, richesse extraite contre pauvreté persistante. Au Niger, l'uranium exporté depuis des décennies alimente des infrastructures énergétiques étrangères, tandis que le pays reste classé parmi les plus pauvres. Au Burkina Faso, l'or artisanal, longtemps capté par des réseaux d'intermédiaires, devient un enjeu central de régulation étatique. L'objectif affiché n'est pas d'augmenter brutalement les volumes, mais de modifier la répartition des revenus afin que l'État capte une part plus visible de la valeur produite sans casser l'activité. Pour Ibrahim Traoré, l'idée centrale reste stable. Accepter une turbulence mesurable plutôt que prolonger un modèle jugé coûteux et inefficace,
selon ses propres objectifs. Ces preuves demeurent incomplètes, mais elles structurent la légitimation politique. La souveraineté n'est pas évaluée à l'instant, elle est testée dans la durée et sous contrainte. Les critiques de la trajectoire sahélienne avancent d'abord un argument sécuritaire direct. Selon eux, rompre avec des partenaires militaires expérimentés affaiblit immédiatement la lutte contre les groupes armés dans une région aux frontières poreuses et aux menaces transnationales. Ils ajoutent que les forces locales manquent encore de moyens, de renseignement et de coordination, et que le départ des contingents occidentaux crée un vide opérationnel difficile à combler rapidement. Un second argument porte sur l'économie et la gouvernance. L'isolement diplomatique, la suspension de certaines aides et la méfiance des investisseurs sont décrits comme des coûts immédiats qui fragilisent des États déjà vulnérables. Les opposants estiment aussi que la diversification vers la Russie ou la Chine ne garantit ni transparence ni développement durable et pourrait simplement remplacer une dépendance par une autre. À leurs yeux, la rupture brutale accroît le risque d'un repli autoritaire où la rhétorique de la souveraineté masque des difficultés internes. Ces critiques méritent d'être prises au sérieux et la contre-lecture officielle tente d'y répondre sans promettre de miracle. Sur la sécurité, les dirigeants rappellent que la présence étrangère n'a pas empêché l'expansion des violences malgré des années d'opérations et de ressources engagées. Le changement n'est donc pas présenté comme une dégradation volontaire, mais comme une tentative de sortir d'un statut jugé inefficace, reprendre le contrôle direct pour aligner priorités, décisions et responsabilités politiques. Sur l'économie, l'argument n'est pas que les nouveaux partenaires seraient idéaux. Il est plutôt que l'élargissement des options redonne un levier de négociation. Lorsque les choix étaient limités, les termes restaient imposés. Dans cette logique, Ibrahim Traoré insiste sur la capacité à négocier projet par projet et à refuser certaines conditions sans perdre l'accès à l'ensemble des soutiens. La réponse ne supprime pas les dangers, mais elle explique pourquoi un risque assumé est préféré à une dépendance prolongée. Au fond, les deux camps décrivent la même chose, une zone grise. Et c'est cette zone grise qui décide. Jusqu'ici, l'attention se portait sur les bases, les troupes et les alliances visibles. Au cœur du dispositif, une pression plus diffuse s'installe par des leviers économiques, financiers et narratifs. Avoir gelé, exclusion partielle de mécanismes financiers et freins diplomatiques fonctionnent comme une extension du champ de bataille. Ils limitent la capacité des États à financer leurs priorités et testent leur endurance politique. Pour Ibrahim Traoré, cette réalité redéfinit le sens même de la souveraineté. Il ne s'agit plus seulement de décider qui opère sur le territoire national, mais de savoir qui contrôle l'accès aux ressources, au crédit et à la légitimité internationale. La superposition des pressions explique pourquoi la rupture n'apporte pas d'apaisement immédiat, mais une tension prolongée. Le milieu de parcours révèle alors une contrainte structurelle. Expulser est possible, empêcher l'action depuis l'extérieur l'est beaucoup moins. La souveraineté devient une capacité à tenir dans le temps, sous contrainte constante. À ce stade, le pari devient clair. Soit la pression est transformée en moteur de cohésion interne, soit l'accumulation des coûts érode la marge de manœuvre. Les effets de la reconfiguration se mesurent différemment selon les acteurs, et c'est là que la portée réelle du choix sahélien apparaît. Pour les États d'abord, l'affirmation de souveraineté se traduit par une reprise de l'initiative politique, mais aussi par une charge accrue. Les gouvernements doivent financer eux-mêmes une part plus large de la sécurité, gérer des relations diplomatiques tendues et compenser la perte de certains appuis extérieurs. Cette autonomie décisionnelle peut renforcer une légitimité interne,
mais elle expose l'appareil d'État à des contraintes budgétaires immédiates et à des arbitrages plus douloureux. Ainsi, la souveraineté cesse d'être un slogan et devient une comptabilité, payée aujourd'hui pour décider demain. Les décisions économiques et diplomatiques ne sont plus périphériques. Elles conditionnent la sécurité. Pour les entreprises, le paysage devient plus incertain. Les révisions de contrats miniers, la surveillance accrue de l'or artisanal et les discours sur la captation nationale de la valeur modifient les règles du jeu. Certaines sociétés perçoivent un risque juridique et financier, d'autres une opportunité de renégociation dans un cadre jugé plus clair. À court terme, l'investissement tend à ralentir faute de visibilité. À moyen terme, la diversification des partenaires pourrait ouvrir de nouveaux circuits économiques moins dépendants d'un seul pôle. La contrainte financière et le gel de certains canaux compliquent aussi les paiements, les importations et la planification, ce qui rend la prudence rationnelle. Dans le même temps, l'arrivée d'acteurs alternatifs peut redistribuer les partenariats sans garantir une amélioration automatique. Pour les populations, l'impact est ambivalent. La fierté liée à l'affirmation politique est réelle, nourrie par un discours de dignité nationale et d'autonomie. Mais cette dimension symbolique coexiste avec des réalités plus dures. Inflation, accès restreint à certains financements internationaux et persistance de l'insécurité dans plusieurs zones rurales. Beaucoup vivent la souveraineté comme une promesse inachevée. Bénéfices différés, coûts immédiats. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré devient un point de focalisation parce qu'il relie directement les sacrifices présents à des gains futurs, en demandant une endurance collective. Cette tension se voit dans les choix quotidiens. Accepter des renoncements temporaires ou réclamer un retour à des arrangements plus prévisibles. Le soutien devient donc conditionnel, lié à des résultats concrets, même modestes. À l'échelle régionale, enfin, les voisins observent et ajustent. Certains renforcent leurs liens sécuritaires avec les puissances occidentales par prudence ou opportunisme. D'autres testent discrètement des marges d'autonomie sans aller jusqu'à la rupture. Le Sahel devient un repère positif ou négatif dans les calculs stratégiques. Si l'expérience tient, elle peut inspirer. Si elle échoue, elle peut dissuader. Le résultat n'est ni uniforme ni définitif, mais il oblige chaque acteur à réévaluer ses intérêts face à un espace qui refuse désormais d'être un simple terrain d'influence. Ce regard extérieur agit comme un miroir. Il amplifie les récits et peut renforcer ou affaiblir l'isolement selon les circonstances. Trois scénarios à 6 à 12 mois permettent de lire la trajectoire sans prétendre prédire. Ils partagent une incertitude structurante. Aucun chemin ne garantit un résultat clair à court terme. La question clé n'est donc pas de choisir l'issue, mais de gérer la trajectoire et de préserver des options futures. On peut envisager un scénario de base, une stabilisation sous tension. Les États du Sahel maintiennent leur ligne politique, coordonnent davantage leurs dispositifs de sécurité et absorbent progressivement les effets des pressions économiques. Les partenariats alternatifs fournissent un minimum de continuité opérationnelle sans transformation spectaculaire. La croissance reste contrainte, l'insécurité persiste par poche, mais l'appareil d'État tient. Ici, la souveraineté n'apporte pas de dividendes rapides. Elle évite surtout un retour explicite à l'ordre ancien. On peut aussi imaginer un scénario optimiste, une convergence favorable. La coordination régionale s'améliore, les chaînes d'approvisionnement gagnent en fluidité et certains investissements ciblés produisent des effets visibles. Les autorités parviennent à capter une part plus élevée des revenus miniers, ce qui allège la contrainte budgétaire. Sur le plan sécuritaire, les forces locales gagnent en efficacité relative,
réduisant la pression dans des zones clés. À l'international, le discours de rupture perd de sa charge conflictuelle au profit d'une reconnaissance plus pragmatique. Enfin, un scénario dégradé fait apparaître des fragilités cumulées. L'accumulation des sanctions, l'assèchement financier et des difficultés logistiques affaiblissent les capacités étatiques. Les tensions internes s'exacerbent, l'insécurité gagne du terrain et la promesse de contrôle national s'érode face aux contraintes quotidiennes. Dans cette hypothèse, les autorités renégocient sous pression et la rupture initiale risque d'être vidée de sa substance. Une méthode utile consiste à évaluer chaque choix par ses gains immédiats et par sa capacité à garder des options. Dans cette logique, Ibrahim Traoré n'est ni une garantie ni un détail. Il devient un test de cohérence mesuré dans la durée. Dans le scénario de base, l'enjeu est l'endurance. Tenir assez longtemps pour que la nouvelle situation devienne la référence. La réussite se lie alors dans la continuité administrative, la capacité à financer l'effort sécuritaire et la gestion des compromis diplomatiques, même modestes. Dans le scénario optimiste, le changement n'est pas magique, il dépend d'une exécution méthodique. Les gains attendus ne sont pas des records, mais des améliorations perceptibles, qui rendent le discours moins défensif et plus fonctionnel. Dans le scénario dégradé, le risque principal est l'érosion progressive. Chaque coût supplémentaire réduit la marge de manœuvre, et la politique se retrouve dominée par l'urgence. Pour le public, cette séquence n'est pas qu'un débat lointain de chancellerie. Elle renvoie à une question concrète. Comment des États fragiles tentent de reprendre la main face à des rapports de force hérités sans provoquer un effondrement? Ce que chacun peut observer, même à distance, ce sont des arbitrages répétés entre dignité politique et contraintes matérielles. Pour un public africain, l'expérience de l'Alliance des États du Sahel peut produire un effet de reconnaissance. L'indépendance proclamée n'a pas toujours donné l'autonomie économique et sécuritaire attendue. Voir des dirigeants assumer cette contradiction rend visible un malaise ancien. Mais cette reconnaissance ne vaut pas approbation automatique. Elle cohabite avec la peur d'une dérive et avec l'exigence de résultats mesurables. Pour un public européen, la séquence interroge la durabilité de stratégies passées. La stabilisation par la présence militaire extérieure, longtemps présentée comme solution, apparaît ici comme un modèle contesté de l'intérieur. Elle rappelle aussi que la perception locale peut diverger des récits produits à distance, ce qui oblige à comparer intention et effet. À un niveau plus personnel, la question devient universelle. Accepter une période de contrainte accrue aujourd'hui pour modifier un équilibre jugé insatisfaisant à long terme. Deux repères aident: distinguer le rejet d'un modèle de l'adhésion automatique à un autre et suivre des indicateurs concrets plutôt que des slogans. Dans ce cadre, trois questions simples structurent l'attention: sécurité effective, redistribution plus visible des ressources, capacité réelle de décision. Elles jouent ne tranchent orne pas, mais elles réduisent le stacca le bruit. Enfin, une prudence s'impose: ne pas confondre émotion et preuve. Le récit peut mobiliser, mais le suivi attentif importe, car la trajectoire se joue sur des choix cumulés, souvent discrets. La feuille de route décrite dans le récit ne garantit pas le succès, mais elle définit un chemin mesurable. Elle part d'une idée. Sans exécution méthodique, la souveraineté reste défensive et s'épuise. 5 étapes apparaissent, chacune avec un objectif, un acteur et un critère d'évaluation. Entre chaque étape, l'idée est d'ajuster avant que les coûts cumulés deviennent irréversibles. Première étape, sécurité opérationnelle. Consolider des forces nationales capables d'agir de façon coordonnée avec des priorités claires et des chaînes de commandement resserrées. Le but n'est pas une victoire rapide,
L'indicateur est une réduction progressive des zones hors contrôle. Pour Ibrahim Traoré, cette étape conditionne toutes les autres. Sans minimum de sécurité, aucune réforme économique ne tient. Deuxième étape, maîtrise des ressources. Renégocier certains contrats miniers, renforcer la traçabilité de l'or artisanal et améliorer la collecte fiscale. Le calendrier est graduel. Stabiliser les flux, ajuster les termes, puis investir une part visible des revenus dans des services publics identifiables. La mesure attendue est une hausse de la part de valeur captée par l'État sans effondrement de l'activité. Troisième étape, diversification des partenariats. Maintenir plusieurs canaux ouverts, Russie, Chine et acteurs régionaux, projet par projet. La réussite se lie dans la capacité à refuser certaines conditions sans perdre l'ensemble des soutiens. Quatrième étape, légitimité interne. Communiquer sur des résultats concrets, même modestes, et rendre la progression vérifiable. Cinquième étape, diplomatie. Réduire la conflictualité verbale sans renoncer aux principes afin de normaliser les échanges. Cette logique transforme la rupture en processus et le processus en test successif. Chaque étape peut être évaluée, corrigée, puis poursuivie. Un motif revient tout au long du récit, une ligne tracée, puis tenue malgré la pression. Il relie les expulsions de troupes, les renégociations annoncées et l'appel à l'endurance collective, comme si chaque geste devait prouver qu'il n'est pas réversible. Dans ce paysage incertain, Ibrahim Traoré n'apparaît pas seulement comme un dirigeant militaire, mais comme le symbole d'un moment où l'on accepte de ne plus reculer, même sans garantie de succès rapide. Le rappel reste essentiel. Les promesses de stabilité d'hier ne se sont pas effondrées par hasard. Elles se sont usées au contact des réalités locales. La rupture actuelle s'inscrit donc autant dans une désillusion que dans une volonté de réécriture. L'émotion ne vient pas d'un triomphe annoncé, mais de la tension entre espoir et coût, entre fierté et contrainte. Pour ancrer l'idée, retenons ceci. La souveraineté est une épreuve, pas un instant, et l'épreuve se compte en années. Ce fil narratif ne demande pas l'adhésion, seulement l'attention. Il invite à regarder les résultats partiels, à mesurer les renoncements temporaires et à vérifier si la cohérence tient quand l'attention internationale se détourne. La suite reste ouverte et c'est précisément pour cela que le suivi attentif importe, car les décisions futures seront souvent plus discrètes. Ce qui se joue au Sahel dépasse les frontières régionales. Il interroge des schémas familiers de puissance, de dépendance et de légitimité, là où des sociétés cherchent à sortir de relations asymétriques sans déclencher un effondrement. Plutôt que trancher trop vite, une attitude utile consiste à comparer trois choses: les récits, les contraintes et les indicateurs observables. Si le public devait regarder en priorité, trois signaux ressortent du récit: la sécurité effective, la redistribution plus visible des ressources et la capacité à préserver des marges de décision face aux pressions extérieures. Aucun signal n'est parfait. Ensemble, ils évitent de se perdre dans les slogans. Le débat gagne aussi à rester critique envers toutes les alternatives, qu'elles viennent d'hier ou d'aujourd'hui.